Que ce soit pour une start-up, une marque de vêtements, un freelance qui crée du contenu sur LinkedIn ou encore un artiste musical, il s'agit avant tout de faire la promotion d'un produit commercial. Et comme tout type de produit, la promotion d'un artiste musical passe par le marketing. Alors bien sûr, le marketing d'un produit musical a des spécificités, mais finalement, cela passe toujours par les mêmes ressorts marketing et branding. La même façon d'utiliser la psychologie humaine, ses aspirations profondes et ses biais. La même façon de créer une communauté, de l'adhérence avec la marque. De nos jours, la communauté devient aussi obligatoire pour n'importe quel type de produit dans un marché concurrentiel. Les labels, les maisons de disques, les managers utilisent ce genre de levier depuis des décennies. Ça pourrait donc être intéressant de voir en détail comment ça se passe dans la musique, car ces méthodes sont pour la plupart réplicables dans d'autres secteurs d'activité. On va étudier dans cette vidéo le marketing et le branding d'un des pionniers d'un mouvement musical bien spécifique, celui qui rencontre le plus de succès aujourd'hui, le rap. Et pour étudier les méthodes marketing de cette véritable industrie qui rapporte des milliards, on va revenir presque au début du mouvement avec le groupe rap mythique de Los Angeles, NWA. Si ça vous dit rien, NWA c'est d'abord Eazy-E, Ice Cube, Dr. Dre. Puis, entre autres ramifications, celle de Dr. Dre passe par le label Death Row, avec juste Snoop Dogg, Tupac, et puis encore plus tard, les productions de 50 Cent, Eminem, etc. Rien que ça. NWA a été à la naissance d'un mouvement, le gangsta rap, qui a profondément marqué le rap et même l'industrie musicale dans le monde entier et jusqu'à aujourd'hui. Ce qui a été inventé en termes de marketing au cours de l'évolution de NWA, de ses membres et de ses ramifications, a encore cours aujourd'hui dans le monde du rap et de la musique. Et vous verrez que finalement ça n'a pas bougé d'un pouce. Cet épisode est un peu particulier car on va pas faire d'audit SEO ni même regarder des campagnes Facebook Ads. On va rester sur du marketing à l'ancienne, celui qui utilise les biais psychologiques et les tendances. Alors, quelles ont été les stratégies marketing pour NWA? Comment se sont-ils différenciés sur leur marché? Comment ont-ils fédéré une communauté? Et quels ont été les éléments de rétention de leurs clients? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour ne rater aucune autre analyse marketing de marques, startups et produits intéressants, abonnez-vous à la chaîne, avec les cloches bien entendu, sinon ils préviennent pas. Je suis Yann Leonardi et c'est Marketing de NWA. Alors, il y a eu un film récemment sur l'histoire de NWA, mais écrit par Dr. Dre et Ice Cube. Donc pas tout à fait fidèle à la réalité. Ils ont préféré se montrer comme les héros de l'histoire. Ce qu'on peut comprendre, chacun fait son marketing. L'histoire commence en réalité par la rencontre de deux entrepreneurs au talent indéniable en marketing. Eazy-E, ancien dealer, cherche à s'implanter dans la musique. Il a besoin d'un associé avec plus d'expérience dans l'industrie musicale. Il cherche et rencontre donc Jerry Heller, un manager expérimenté qui avait déjà un label hip-hop à Los Angeles et qui était intéressé par les membres d'un groupe d'électro-funk, World Class Wrecking Crew, le premier groupe de Dr. Dre et DJ Yella. Le premier groupe de Dr. Dre et DJ Yella avec lesquels Eazy projette de travailler. Ensemble, Eazy et Jerry Heller vont créer le mythique label hip-hop Ruthless Records. Ils disposent donc avec Dr. Dre le beatmaker et DJ Yella de talent pour faire la musique. Ils ont aussi sous la main un songwriter du nom de Ice Cube. L'objectif c'est de monter des projets musicaux avec un angle marketing spécifique puis les développer. Le premier projet sera JJ Fad, un groupe de rap 100% filles avec le titre Supersonic qui sera un tube. Pour le deuxième projet, l'idée est de reprendre une tendance à peine naissante appelée gangsta rap. Ça vient juste d'émerger avec Ice-T à Los Angeles et Schoolly D à Philadelphie. Les tout premiers rappeurs qui racontent des histoires de gangsters, mais ça reste vachement confidentiel. L'idée est donc de creuser dans cette veine, dans ce genre de rap là. Le premier essai est le titre Boys in the Hood, texte de Ice Cube sur le lifestyle très gangsta spécifique à Los Angeles. Le morceau à la base devait être rappé par des rappeurs venant de New York. Eazy n'est pas un rappeur, il n'a pas l'intention de rapper au début. Mais comme ça le fait pas avec les interprètes qu'il a trouvés, qui comprennent pas vraiment où Eazy veut en venir avec ses textes, ne comprennent pas les références et trouvent ça trop violent, Eazy va le faire lui-même et finira par se prendre au jeu. Le single prend très bien, donc ils vont partir sur un album de groupe, NWA. Pour le noyau dur de NWA, en plus de Eazy qui ramènera le rappeur MC Ren, Dr. Dre et Ice Cube seront incorporés comme rappeurs également. Le premier véritable album de NWA, Straight Outta Compton, sort en 1988. Il fera multiplatine, donc plusieurs millions de ventes sans même jamais passer à la radio. Et en même temps, il n'y avait aucune chanson qui était vraiment diffusable. NWA pour Niggas with Attitude, un nom de groupe vindicatif et plutôt choquant pour l'époque,
car utilisant le mot niggas très péjoratif, mais utilisé par les noirs des ghettos de Los Angeles pour s'appeler entre eux, ce qui correspond parfaitement au produit, on va le voir par la suite. Aujourd'hui, c'est un mot qu'on entend tout le temps dans la plupart des morceaux de rap ou même de pop américaine, mais ça vient directement de là. Avant de parler du produit NWA, je tiens à mentionner que Eazy et Jerry Heller ont sorti d'autres projets sur le label Ruthless par la suite. D'abord des satellites de NWA comme The DOC, qui écrivait aussi sur les albums de NWA, et dont l'album sera multiplatine également, ainsi que plein d'autres productions dont le dénominateur commun sera toujours de proposer un produit différenciant sur le marché. Ils n'étaient pas du genre à développer des artistes pour suivre une tendance déjà prédominante. Et les produits étaient toujours clivants, ça marche ou ça marche pas. On veut surtout pas plaire au plus grand nombre. Voilà quelques exemples de produits qu'ils ont mis sur le marché. Tyree B, une rappeuse blanche, à cette époque c'est du jamais vu. Bone Thugs and Harmony, un groupe de Cleveland qui avait un flow très particulier et rapide, idem, jamais entendu. Un autre groupe de rappeuses appelé HWA pour Hoes with Attitude. Si vous connaissez pas le terme, je vous laisse chercher sur Google. Et un groupe de rappeurs juifs qui s'appelait Blood of Abraham. Et ça aussi, ça a jamais été revu depuis. Donc en fait, on a véritablement affaire à des marketeurs qui lancent des produits et cherchent un product market fit. À l'époque, il fallait se confronter au marché pour savoir. On pouvait pas juste faire une landing page. Un product market fit, c'est quand un produit rencontre sa bonne audience cible avec le bon message. J'ai fait une vidéo sur le sujet, le lien est dans la description. Transposé à l'industrie musicale, le produit musical, c'est bien sûr la musique, mais aussi l'apparence. Tout le packaging. L'audience cible, ça change pas, c'est à qui on s'adresse. Et le message, c'est d'abord ce que raconte la musique, mais aussi ce qui est véhiculé dans les visuels, les clips, l'attitude. De quoi ça parle la musique de NWA? Ça parle d'abord de gangsters, de violence, d'armes, de drogue. Donc déjà sur le marché de la musique en 1988, l'ensemble du paysage hip-hop n'est pas tout à fait sur le même créneau. On est plutôt sur Peace, Love, Unity and Having Fun de Afrika Bambaataa, ou encore dans un délire plus Black Power avec Public Enemy à New York. NWA est le premier vrai blockbuster gangsta rap, et déboule avec un produit radical extrêmement différenciant et clivant. Mais pourquoi ça plaît au fond? Pourquoi c'est cool d'être un gangster en 1988? Déjà parce que l'image du gangster fascine. Et depuis un certain temps déjà, mais ça c'est visible dans l'industrie cinématographique. L'histoire du cinéma a vu des personnages de sociopathes agressifs être de plus en plus romantisés. Et pour comprendre cet attrait, il faut se plonger dans la psychologie humaine. Déjà basiquement, ce qui plaît un peu forcément, c'est le folklore. L'argent, le pouvoir, les filles, ce qui entre déjà pas mal en résonance avec beaucoup d'aspirations masculines, inconscientes ou conscientes, profondément ancrées depuis la nuit des temps, faut être honnête. Mais cela va bien plus loin, dans la représentation que l'on se fait d'un gangster. Quelles sont les aspirations profondes des gangsters dans les films? Eh bien, ils nous le disent. Et c'est justement avec ce discours que fonctionne l'empathie du spectateur. I don't want no dancing. I'm figuring on making other people dance. Cogno, ragazza. Putain d'oignon. J'ai des mains faites pour l'or et elles sont dans la merde. J'ai toujours refusé d'être un pantin. Je ne veux pas subir la vie, je veux avoir de l'emprise sur les choses, de l'emprise sur le monde. Ce qui revient au désir inconscient de n'importe quel humain finalement. Quand on s'énerve, c'est quand les choses ne se déroulent pas exactement comme on aurait voulu qu'elles se passent. Quand vous trouvez plus vos clés par exemple. Un monde idéal où tous nos désirs sont à notre portée s'écroule. L'image que l'on se fait d'un gangster, c'est donc un monde fantasmé. Où c'est le monde qui va dans le sens que lui a désiré. Juste hocher la tête pour faire exécuter une décision. La domination sur le monde qui l'entoure. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Ce même monde qui nous frustre forcément un peu tous les jours. Deuxièmement, le gangster est très violent. Comment on peut être attiré par la violence au point que cela devienne un ingrédient nécessaire à la plupart des films? Et pas seulement des films de gangsters. La réponse vient de l'idée du tabou. Quelque chose de tabou dans une société est quelque chose d'intouchable. Et il y a toujours une fascination pour les choses qui sont intouchables, interdites. Tout le monde se rappelle de la cour d'école et de l'attroupement qui se forme dès qu'une bagarre commence. L'excitation qui monte chez les spectateurs comme réminiscence d'un réflexe animal. Ces pulsions qui sont désormais occultées dans notre vie de tous les jours, interdites. Ces deux éléments de réponse expliquent bien comment montrer la vie d'un gangster violent est devenu quelque chose de bankable au cours de ces dernières décennies dans le cinéma.
Aujourd'hui, on regarde les séries Gomorrah, Narcos, Les Sopranos, et on discute avec ses amis au sujet de son gangster préféré. Le truc, c'est que ça avait jamais été transposé vraiment dans la musique. La musique de gangster est donc devenue un genre, au même titre que le cinéma de gangster. Le produit musical n'étant plus dissociable de l'image de l'artiste, ce dernier doit construire une identité visuelle, un storytelling, comme une marque. Comme dans le cinéma, il faut qu'on y croie. Il faut donc des bons personnages, des bons acteurs. Et pour crédibiliser les personnages du gangsta rap, pour que le client sente le frisson, il faut ce qu'on appelle la street credibility. Cela est bien sûr encore valable aujourd'hui, plus de 30 ans après, avec la plupart des rappeurs. Rappeurs qui sont désormais prisonniers de ce marketing de genre, où ils s'efforcent d'avoir l'air méchants, comme tous les autres acteurs du marché. Ce qui fait que, par exemple, être passé par la case prison devient un argument marketing pour travailler son image de marque. Cela est valable dans le rap, mais c'est également valable pour toute autre image de marque personnelle. Prenons l'exemple qui paraît pourtant lointain des freelances. Ceux que je connais produisent du contenu sous différentes formes pour leur visibilité. À minima, des posts LinkedIn. En produisant du contenu, ils présentent un point de vue, un personnage. Qu'il soit pensé consciemment ou non, c'est le cas. Étant moi-même dans le cas de faire de la visibilité pour mon propre compte, je sais qu'on n'est jamais 100% authentique. Et que inconsciemment, on présente un visage public. Donc au lieu d'être victime de son inconscient et présenter un personnage non maîtrisé, il paraît important de se poser pour y réfléchir. Et essayer d'aligner son image avec le reste de son produit, avec son audience, avec son message. Il en va de même pour les influenceurs ou les youtubeurs, souvent contraints de montrer des pans entiers de leur vie pour créer du lien et de l'empathie avec leur communauté. Ces choix reflètent les aspects du personnage, du produit. C'est donc essentiel. Enfin, le parallèle le plus parlant de mon point de vue, c'est celui entre le gangsta rappeur et l'infopreneur business, celui qui vend des formations en ligne pour devenir riche et indépendant. Je m'explique. Au même titre que les rappeurs qui louent des voitures pour leurs clips, eh bien pour crédibiliser leurs personnages, la majorité des infopreneurs business se sentent obligés de louer des voitures et des villas et dire que c'est à eux. Afficher des relevés Stripe pour montrer combien ils ont gagné, montrer à quel point leur vie est merveilleuse et sans aucune contrainte. Un monde où ils ne subissent plus les événements. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Pour convaincre leurs clients, les infopreneurs vendent une vie fantasmée. Comment gagner 10 000 € par mois en automatique, à côté de votre piscine, sous les tropiques, blabla. Avec les mêmes méthodes que les gangsta rappeurs donc. C'est une question de crédibilité. L'exemple du gangsta rappeur ou des infopreneurs business nous rappelle que la crédibilité d'une marque et de ses fondateurs est un élément éminemment marketing, qu'il ne faut surtout pas le négliger, et qui doit rentrer en résonance avec le produit et appuyer le product market fit. On peut souvent voir des choses intéressantes sur le choix de quel fondateur va être mis en avant ou pas, avec lequel les clients vont plus se sentir connectés. Quel élément dans son histoire personnelle, dans sa formation, peut aider la marque? En somme, qui est crédible? Car si personne dans l'équipe est vraiment crédible, vaut mieux pas jouer cette carte du tout. Prenons l'exemple de la marque Respire. Je suis d'ailleurs très impressionné par leur marketing. Le storytelling de Respire, c'est Justine Hutto, la fondatrice, qui est dépistée d'une tumeur au sein. Bon, finalement c'est bénin, mais elle se rend compte qu'en fait elle ne sait pas ce qu'il y a comme produit chimique dans les déodorants. Elle décide donc de créer une marque de déodorant 100% naturel. Un storytelling très efficace. Justine Hutto est une femme jeune, belle, dynamique, qui décide d'agir pour régler un problème qui finalement concerne toutes les femmes. En plus d'avoir créé de l'empathie auprès des femmes avec son histoire personnelle, elle obtient la crédibilité pour en parler auprès d'une audience cible féminine. Et en plus d'avoir créé une connexion, elle les embarque dans son aventure entrepreneuriale en partageant ses projets et ses objectifs. Franchement, je devrais faire une vidéo marketing de Respire tellement il y a de choses à dire et de méthodes à répliquer. Vous me ferez penser. Bref, croyez-vous que si la marque était portée par Thomas Maheu, l'autre fondateur de Respire, cela aurait eu le même impact? Non, bien sûr. Il était beaucoup moins crédible pour ce product market fit là. À une époque où les clients veulent donner de plus en plus de sens à leur acte de consommation, la crédibilité du produit et donc de la marque et de ses personnages devient indispensable. Alors parlons du produit NWA justement, et on parle bien d'un produit. Il n'y a qu'à voir Dr Dre avant et Dr Dre après pour comprendre. C'est pas la même chose. NWA c'est donc des jeunes noirs vindicatifs d'un ghetto de Los Angeles, qui prônent un lifestyle très local avec ses codes spécifiques, comme la 6'4 Impala, les bouclettes sous la casquette. On a donc un ancrage local très prononcé, avec l'idée de mettre Los Angeles sur la carte du rap. En jouant donc cette carte du chauvinisme local, on peut donc supposer que l'audience cible au départ était donc locale. NWA ils sont armés et
et dangereux, parle d'histoires de gangsters et de violence de façon inédite. Là, l'idée est de se différencier du reste du marché en choquant, en appuyant sur une street crédibilité nécessaire à la cohérence du produit. NWA est aussi une revendication très forte d'émancipation et de fierté. Cela parle aussi de violences policières subies par la communauté noire de Los Angeles. Par conséquent, on peut donc supposer que le produit, au départ, est destiné à une audience cible locale et communautaire. Les Noirs de Californie, donc branchés hip-hop, cible qu'ils ont évidemment réussi à conquérir. Les paroles étant de toute façon trop dures pour passer à la radio, Eazy et Jerry Heller comptaient bien sur le bouche-à-oreille pour diffuser la musique. Par recommandation donc. Le fait que la musique soit interdite sur les ondes n'a fait qu'augmenter sa désirabilité auprès du public. Seulement dans tous les choix qu'ils ont faits, ils ont été tellement radicaux que cela a fini par transcender les barrières communautaires. Ils étaient tellement Los Angeles ou West Coast qu'ils ont réussi à créer une identité rap locale en opposition à New York, et qui a perduré par la suite. Pour dénoncer les violences policières, le morceau Fuck the Police a finalement fini par résonner auprès de toutes les personnes ayant un esprit un peu rebelle. Peu importe la communauté. Les Noirs, les Latinos et puis finalement les Blancs. Ceux avec le plus de pouvoir d'achat. Et c'est même devenu un peu hype, comme le morceau subversif du moment. Morceau servant de produit d'appel pour le reste du catalogue. Une fois pris par le morceau et son clip énervé, le public découvrait des personnages de gangsters ghetto et la fascination cinématographique pour le gangster faisait le reste. Cela a fini par conquérir toute l'Amérique, excepté bien sûr le public de New York qui à ce moment-là juste ne comprend pas trop le truc et voit ça plus comme du rap exotique. Je ne sais pas si Eazy et Jerry Heller avaient sérieusement envisagé de toucher un public aussi large dès la conception du produit. Et si c'est le cas, on peut dire qu'ils ont été visionnaires. Moi je pense plutôt que les choix dans le produit étaient tellement radicaux que cela a fait des clivages au-delà de l'audience cible de départ, et que le succès a dépassé leur espérance. Car après les États-Unis, le disque a fait le tour du monde et a fait des émules même jusqu'en France, où des groupes comme Minister Hammer de Sarcelles étaient directement inspirés de NWA. Le principal relais de croissance de NWA a été la presse spécialisée, ce qui a bien sûr compensé le manque de radiodiffusion. Et cela vient directement du côté tabou du produit NWA, la controverse comme stratégie marketing. C'est ce qui rend le produit désirable et attire les journalistes. Eazy et Jerry Heller ont bien compris, mais comment peuvent-ils continuer à utiliser cet argument marketing du coup ? Eh bien la surenchère, faire des clips encore plus ghetto, encore plus explicites, faire des interviews pour choquer, pour faire parler. How close are you to real life? To what your records are? It's just as real as this gun. Look, see this chamber right there? It's no bullshit. This is real. This is real gun. 9mm in your ass. 9mm. Hollywood bullshit. Accentuer le tabou devient la mission première. Quand Ruthless Records reçoit en 1989 une lettre signée du directeur adjoint du FBI leur demandant d'arrêter de faire de la musique anti-flic, Eazy et Jerry Heller sautent sur cette occasion en or et vont rendre public cet avertissement du FBI. Au passage, ils vont se renommer le groupe le plus dangereux du monde, mention qu'ils pourront mettre sur les pochettes des albums. Une autre de ces techniques n'est pas nouvelle, bien d'autres l'avaient utilisée auparavant. Le tampon d'interdiction sur le produit, comme une odeur de soufre, au sens propre comme au sens figuré. Rudy Ray Moore, le créateur du film Dolomite, avait créé un personnage de pimp pour son stand-up. Il vendait l'enregistrement du spectacle en disque, en ajoutant lui-même un tampon interdit. Tout ça pour donner envie de toucher au tabou. Ici, l'initiative du tampon viendra de l'extérieur, mais sera très bien accueilli par Jerry Heller et Eazy, bien sûr. NWA sera un des premiers groupes à bénéficier du fameux label Accord Parental Explicit Content, qui agira par la suite comme un véritable argument marketing et donnera envie aux jeunes ados d'écouter ces disques, à l'opposé du but initial. Et c'est naturel, si un film est interdit au moins de 12 ans et que j'ai 11 ans, j'ai envie de le voir. Ce sera même mis sur des pochettes de disques de rappeurs en France, alors que c'est même pas obligatoire ici. Cette mécanique est bien sûr très compréhensible. Si j'ai pas le droit d'entrer dans un endroit, j'ai envie d'y aller. Plein d'autres sortes de produits ont utilisé cette stratégie marketing pour décoller. J'ai justement étudié l'un d'entre eux, Superhuman, dans une vidéo qui parle d'onboarding. Je vous mets le lien en description. Superhuman, c'était un client email qui m'empêchait d'essayer le produit, à tel point que j'étais prêt à faire pas mal de choses pour avoir le privilège de payer. Je vous laisse découvrir ça, c'est assez fou. Ruthless Records a aussi expérimenté dans l'art du teasing. Pour teaser le deuxième album de NWA, le label sort un EP, une sorte de mini-album pour faire monter la sauce. Cela deviendra bien sûr plus courant par la suite, et jusque-là, personne n'avait fait un EP de 6 titres pour teaser un album. Encore une trouvaille marketing du duo. Dans ce EP d'ailleurs, il y a un gros pic envers un des anciens membres du groupe qui vient de partir pour des raisons d'argent, Ice Cube. Ce dernier ne manquera pas de répondre avec un autre morceau appelé No Vaseline, sa carrière solo étant lancée par la même occasion, et un premier jalon posé qui fera entrer nos personnages dans l'ère des clashs.
Le marketing de tribu consiste à fédérer une communauté d'individus autour d'une cause commune. Cette tendance est bien sûr devenue encore plus forte avec l'essor des réseaux sociaux. Tout le monde peut connecter autour d'un sujet spécifique, et ça dans le monde entier. Le concept de marketing de tribu est assez simple à appréhender et nous vient d'une formalisation de Seth Godin, un entrepreneur et marketeur de la Silicon Valley. Cela part du besoin de l'humain d'être connecté à un groupe social, du besoin de sentiment d'appartenance. Bien plus que d'essayer de vendre un produit en spammant des clients potentiels ou en les matraquant avec un message publicitaire, le moyen le plus puissant pour faire parler de soi est de rassembler une tribu autour d'une cause, leur permettre de se connecter sous de nouvelles couleurs. Car une fois fédérée, la tribu devient le premier élément de promotion et de croissance organique. Le membre de la tribu, c'est celui qui va faire de la recommandation, celui qui va défendre la tribu quand elle sera attaquée. Les tribus remontent à la nuit des temps, bien sûr. On est tous plus ou moins dans des tribus spirituelles, des tribus sociales, des tribus de travail, des tribus communautaires. Et NWA a utilisé à fond ce marketing de tribu, mais avec sa radicalité bien sûr. Pour utiliser ce type de marketing, on n'a pas besoin de convaincre tout le monde de faire partie de la tribu. Et surtout pas d'ailleurs, sinon c'est plus une tribu. 1000 vrais fans, selon la théorie de Kevin Kelly, un éditorialiste anglais, suffisent largement pour lancer un mouvement de tribu. Je vous mets un lien dans la description pour en savoir plus. Mais pourquoi faut-il être clivant et s'assurer que son produit ne soit pas destiné à tous? Eh bien parce que depuis toujours, le groupe, et donc la tribu, ne se définit que par opposition à ceux qui ne sont pas dans le groupe. L'homme a besoin de ce sentiment d'appartenance sociale, voire d'exclusivité. Reprenons notre exemple du marketing souvent utilisé par les infopreneurs business, ceux qui invitent leurs clients à devenir entrepreneurs. C'est le mode de vie du reste de la société, donc les non-entrepreneurs, c'est-à-dire les salariés, qui est finalement désigné comme l'ennemi. Le message, c'est basiquement: n'acceptez pas ce que la société vous dit de faire, créez votre propre business, vous allez quand même pas avoir un patron toute votre vie, affirmez-vous, quittez la rat race, blablabla. L'idée ici, c'est venez faire partie du groupe des gens qui ont compris. De sous-entendre que le client potentiel a compris lui aussi, et qu'il mérite d'appartenir à ce groupe. Une fois convaincu d'appartenir à un nouveau groupe, le passage à l'action devient plus simple. Après, au sein même de ces communautés d'entrepreneurs, il peut y avoir encore d'autres divisions, d'autres oppositions. Certains groupes d'entrepreneurs se construisent en opposition à d'autres. Par exemple, on va avoir les dropshippers qui vont être dénigrés par ceux qui font de l'immobilier, et au sein même des dropshippers, vous aurez les dropshippers Facebook Ads qui seront dénigrés par les dropshippers SEO. À chaque fois, pour créer un nouveau groupe, l'idée est d'arriver avec une idée clivante, pour diviser, créer une nouvelle niche et créer une adhérence, un esprit de communauté et de tribu autour de nouvelles croyances. Vous l'aurez donc compris, s'il y a un ennemi clairement désigné, l'esprit de tribu sera encore plus fort, car cela fédère le groupe autour d'un ennemi commun. Pour reprendre NWA, avec leur code, leur style spécifique, leur univers, l'ancrage géographique revendiqué, le côté inédit des textes, tous ces éléments différenciants ont suffi à créer un mouvement en opposition au reste du rap. NWA et tous les projets suivants, solo comme artiste satellite, ont créé suite à ça un rap West Coast, avec ses sonorités G-Funk. Sonorités apparues sur le premier solo de Dr. Dre, The Chronic, mais aussi sur une autre signature rap du label Ruthless, Above the Law. Dans la surenchère, il a été désigné un ennemi commun, le rap East Coast de New York, la West Coast revendiquée, avec un signe distinctif. En particulier dans le nouveau label de Dr. Dre, Death Row, créé en même temps que le premier solo de Dr. Dre, en 92, et tenu par Suge Knight, avec notamment des artistes comme Tupac, Snoop Dogg. The East Coast don't love Dr. Dre and Snoop Dogg. The East Coast ain't got no love for Dr. Dre and Snoop Dogg and Death Row. Y'all don't love us. Ce clivage Est-Ouest a été un moteur marketing énorme, qui était perceptible même en France, où les fans de West Coast n'écoutaient pas le rap de New York et inversement. Mais les acteurs du rap de Los Angeles n'ont pas attendu New York pour comprendre l'intérêt des oppositions et désigner des ennemis. Façon radicale encore une fois. Cela est apparu au sein même du groupe originel, NWA. Quand Ice Cube est parti en solo, l'ère des Clash était donc lancée. Ice Cube contre son ancien label, Ruthless. Puis Dr. Dre qui est parti en solo sur le nouveau label, Death Row. Dr. Dre arrive donc en solo et a besoin d'un truc pour aider au lancement de nouveaux produits. Quel est le meilleur moyen pour Dr. Dre d'affirmer sa différence et offrir au marché une sensation de nouveauté? Désigner un ennemi représentant l'ancien et l'attaquer. Et cet ennemi, ce sera donc Eazy avec le morceau Fuck with Dre Day. Eazy, qui justement venait de sortir un EP qui n'avait pas vraiment marché, saute sur l'occasion et va bien sûr répondre avec un morceau attaquant la crédibilité du rappeur Dr. Dre. Il sortira même un EP spécifiquement pour attaquer Dr. Dre. Une petite guerre avec des menaces de mort bien réelles pour galvaniser les fans et montrer qui est le plus gangsta. Pour montrer qui est le plus product market fit en somme. Mais avec le temps, on sait désormais que Eazy touchait des royalties sur ce même morceau
qui étaient utilisés pour l'attaquer. Il avait donc tout intérêt à ce que la guerre perdure. Mais pendant tout le temps où les deux rappeurs se clashaient, ils habitaient dans la même rue, à même pas 5 minutes l'un de l'autre. Comme quoi, ils tenaient pas spécialement à s'entretuer en fait. On peut dire que ces premiers clashs violents dans le rap ont été des cas d'école marketing pour toutes les générations suivantes en mal de buzz, au point de devenir un classique du lancement marketing qui marche encore en 2020. Booba est évidemment l'exemple le plus connu. Depuis 10 ans, il s'est spécialisé sur ce levier de rétention énorme et inépuisable, le clash. Désormais, avec les réseaux sociaux, même plus besoin d'un morceau pour clasher. Un post Instagram suffit pour cliver, pour fédérer sa communauté contre un ennemi. La tribu elle-même alimentera les débats sur qui a raison, qui est le plus fort et qui est le plus crédible dans son personnage. Pour ça, on peut bien sûr compter sur les relais des médias, qui ont besoin de n'importe quel type d'engagement pour vivre. D'ailleurs, certains types de médias se sont spécialisés dans du contenu exclusivement clivant. Ce qui aide beaucoup tous ces acteurs dans leur recherche de buzz, c'est un biais psychologique que je vais appeler le biais de manichéisme. Pas sûr que le mot existe. C'est un biais très courant qui consiste à voir le monde de manière binaire. Les gentils contre les méchants. Ceux qui ont raison et ceux qui ont tort. Bien sûr, on se place toujours du bon côté de la barrière, ce qui justifie toujours d'alimenter l'aversion envers l'autre camp, puisque c'est les méchants. Et c'est juste la psychologie humaine de base. Quand on commence à avoir une idée sur un groupe, on a un biais de confirmation qui ne demande qu'à être alimenté. Si je crée un stéréotype sur le groupe ennemi, tout ce que je vais observer chez eux va confirmer mes stéréotypes. Ce qui, dans une opposition frontale, permet d'avoir deux groupes, chacun convaincu d'être du bon côté. L'exemple des équipes sportives est assez représentatif. Car socialement, démographiquement, il n'y a pas beaucoup de différence entre un supporter de l'équipe de Lyon et un supporter de l'équipe de Marseille par exemple. À peu près les mêmes valeurs, les mêmes codes, la même passion. Seule et unique différence, le maillot et l'histoire commune. C'est-à-dire qu'à partir de cette histoire commune, les groupes vont se raconter chacun des histoires différentes. Sur le conflit, sur les valeurs. Et la moindre différence la plus minime sera exacerbée pour affirmer cette différence. Certaines marques ont bien compris comment on pouvait s'appuyer sur le conflit et le marketing de tribu pour affirmer cet effet de groupe. C'est pas spécifique aux rappeurs. Apple faisait des pubs qui attaquaient directement Windows en permanence. Bon, l'exemple est connu, mais en gros, Booba, c'est Apple en fait. Ce qui permet de créer des clivages un peu artificiels entre des marques pas si éloignées que ça et renforcer l'esprit de communauté. Au même titre qu'on peut aujourd'hui trouver des fans de Discord contre Slack, on trouvait à l'époque les Sega contre les Nintendo. L'exemple très connu du Dollar Shave Club avait désigné l'ennemi Gillette pour fédérer autour de son lancement de marque. Le procédé est désormais classique. Si vous voulez créer une communauté engagée autour de votre marque, allez clasher les gros acteurs du marché. Alors cet épisode n'a pas pour but de vous aider à devenir un bon gangsta rappeur, mais plutôt d'essayer de voir quelles pratiques marketing du groupe NWA peuvent être transposées à votre business. L'éthique est parfois clairement discutable en ce qui concerne NWA, mais c'est bien sûr pas le sujet de la vidéo. En tout cas, c'est un exemple magistral de plan marketing sans aucun effort d'acquisition, qui a trouvé un product market fit et une croissance organique. J'ai du mal à estimer à quel point Eazy et Jerry Heller étaient visionnaires, ou bien s'ils ont bénéficié d'un bon momentum. La fin des années 80 était sûrement le bon moment pour proposer un produit comme NWA. Dans le mouvement hip-hop de l'époque et dans la perception qu'avait la société américaine des ghettos noirs. Les gangs sont devenus par la suite super glamour, au même titre qu'a pu l'être la mafia italienne par exemple. Tout un folklore lié à l'industrie du divertissement et qui perdure encore aujourd'hui. Quand son produit est en phase avec l'époque, on parle alors de product Zeitgeist Fit, c'est-à-dire en gros quand votre produit rencontre son bon momentum. Il s'agit d'un concept théorisé très récemment par Darcy Kulikan, du célèbre fonds d'investissement de la Silicon Valley Andreessen Horowitz. Il s'agit à mon sens d'un concept important à prendre en compte, et je pense surtout à ceux qui veulent développer une start-up. Mais je me rends compte que c'est valable pour pas mal de business, et surtout pour des produits artistiques. Le bon momentum vous permet d'avoir un biais positif du public en résonance avec l'époque, mais surtout d'intéresser des investisseurs et d'obtenir des relais de croissance énorme dans les médias grâce à la hype de votre produit. D'autant plus facile s'il est clivant ou subversif. C'est en substance de quoi il est question avec le Product Zeitgeist Fit. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez en savoir plus. Toutes les mécaniques marketing qui ont été utilisées consciemment ou inconsciemment par NWA ont dès lors été plus ou moins exploitées dans le mouvement principal du rap. Celui où avoir l'air dangereux semble être un argument incontournable pour vendre des disques. Si on se détache de ce piège marketing dans lequel pas mal d'artistes semblent être enfermés, on comprend que les plus grosses réussites du rap comme NWA ont toujours apporté de gros éléments de différenciation sur leur marché. Et c'est valable pour n'importe quel type de business bien sûr. En quoi le produit est-il différenciant? Car s'il ne l'est pas, ce sera très dur de créer une communauté autour de ce produit. Ce sera dur de trouver ses 1000 premiers fans. S'il n'est pas si différent, il faut modifier le produit pour qu'il ait l'air différent. Dr. Dre n'a jamais été un gangster, il était juste musicien. Pour que NWA soit un succès, il a fallu créer des personnages, un storytelling. Une fois que le produit était différenciant, il fallait fédérer sa tribu dans une communauté, avec des codes, un langage spécifique, des signes distinctifs. Une tribu exclusive en opposition
connexion avec le reste du monde pour que les gens puissent connecter. Le succès marketing de NWA n'est absolument pas venu d'un budget marketing, qu'aujourd'hui on mettrait sur Facebook Ads par exemple, mais uniquement de l'utilisation des leviers psychologiques. La tribu est plus forte et engagée quand elle a un ennemi désigné. Avec un ennemi désigné, on active la tribu. C'est surtout utile si on est tout neuf sur le marché. L'activation. Si on peut lui offrir un divertissement régulier, comme au cinéma, on maintient la rétention. Activation, rétention. Si la communauté peut sentir le frisson du tabou, si elle peut envier la vie fantasmée du personnage qu'on lui propose, on touche à ses émotions, ses penchants naturels les plus enfouis. Et ça, l'affect, ça pousse à la recommandation. Activation, rétention, recommandation. Les 3 étapes essentielles de la croissance organique d'un business. Les 3 étapes centrales du framework A. Un framework marketing que j'explique dans une autre vidéo, le lien est dans la description. Autant de leçons marketing qui sont tout à fait adaptables à d'autres types de business. Voilà, c'était un épisode marketing 2 un peu particulier, mais j'avais envie de le faire depuis un moment. Pas d'éléments sur le marketing digital à retenir, juste des leviers psychologiques inédits pour l'époque, mais qui restent possibles d'exploiter aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce, dites-le moi en commentaire, et dites-moi aussi si vous aimeriez voir analyser une marque, un produit, une start-up qui vous intéresse. À bientôt pour un prochain épisode. Ciao.